Bonjour et bienvenue à tous. Ce webinaire est la continuité des travaux qu'on a en commun entre l'Inter-CPTS et les maisons sport santé. Il est venu de deux réflexions. La première, c'est qu'effectivement, il y a une particularité de la prise en charge des patients qui sont en ALD, donc en affection de longue durée, au niveau d'un trouble psychiatrique, pour être pris en charge autour de l'activité physique adaptée. Et la deuxième, c'était que ça soit du côté des prescripteurs ou du côté des opérateurs d'activité physique adaptée, une question sur les particularités qu'avait cette population à être pris en charge dans une activité physique adaptée. Donc on va faire en deux temps, si vous voulez bien. On a demandé à Caroline Debac, qui travaille au plein cœur de notre territoire, de nous faire une présentation de ce qui semblait être pour elle les choses importantes à mettre en évidence. Après, on aura une présentation de la Maison Sport Santé pour voir comment eux se positionnent par rapport à ça. Et puis, on essaiera de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser, mais que vous pouvez poser au fur et à mesure dans le chat, comme d'habitude. Donc, je passe la parole au docteur Caroline Debac pour qu'elle nous présente un petit peu comment elle voit le médecin psychiatre. D'accord. Écoutez, bonjour à tous et merci à Pascal de m'avoir invité pour pouvoir évoquer ce sujet des personnes qui souffrent de troubles mentaux et qui et peuvent actuellement participer à des activités physiques adaptées. Moi, je vous propose de faire, voilà, évoquer un petit peu les particularités de ces patients souffrant de troubles mentaux et qu'est-ce qu'on peut leur apporter effectivement par l'activité physique adaptée qui peut être aussi un traitement adjuvant par rapport, bien sûr, aux autres traitements complémentaires que sont les médicaments, l'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive, l'accompagnement médico-social et bien d'autres. Voilà. Donc, peut-être déjà pour commencer, de vous dire que effectivement, la santé mentale, c'est un vrai problème de santé publique, hein. Les troubles mentaux augmentent dans la population générale et de plus en plus. Alors, j'ai pas les chiffres exacts récents, voilà. Effectivement, comment pouvoir intégrer cette population, on peut dire cette population des exclus parmi les exclus. En fait, on utilise effectivement le corps comme médiateur privilégié hein, dans l'adaptation et l'intégration à l'environnement. Nous, chez les patients souffrant de troubles mentaux, en fait, l'activité physique adaptée euh, peut être un traitement adjuvant pour toutes les pathologies, hein. Elle concerne vraiment toutes les pathologies, les dépressions, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, les schizophrénies, les, les addictions aussi, hein. Bon, voilà, qui sont à côté de la psychiatrie, mais malgré tout, les addictions et aussi les troubles du comportement alimentaire. Alors là, dans le cas des troubles des comportements alimentaires et particulièrement l'anorexie, on va pouvoir utiliser l'activité physique plutôt par sa conséquence que par la maladie en fait, c'est-à-dire de continuer à proposer une activité physique aux patients effectivement voilà, qui auraient tendance à être hyperactifs déjà de par leurs difficultés. Bien sûr, si leur IMC est quand même est supérieur à une certaine valeur, hein, environ 13. Voilà. Je vais peut-être maintenant vous parler du contexte général pour les patients souffrant de troubles mentaux. Ces patients-là, ils ont effectivement une problématique sanitaire finalement duale, puisqu'ils ont une problématique physique, mentale et une problématique physique. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, cette problématique peut être améliorée par la pratique d'une activité physique régulière. Ils ont la particularité, ces patients, d'être sédentaires, d'être inactifs, d'avoir une hygiène de vie défavorable, c'est-à-dire ils ont une mauvaise hygiène souvent hein, alimentaire, particulièrement pour les psychotiques, alimentaire, une mauvaise hygiène au niveau du sommeil aussi.
Et voilà, donc c'est des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires de par, alors comme la population générale, hein, de par l'inactivité, l'excès de poids, l'obésité, voilà. Et puis ils ont aussi tous les facteurs de risque que sont souvent l'hypertension, les troubles métaboliques, les troubles respiratoires, donc ils sont effectivement de ces facteurs de risque et qui sont aussi augmentés par la prise des médicaments psychotropes, hein, que sont les antidépresseurs, particulièrement les antipsychotiques, les anxiolytiques, et effectivement qui eux-mêmes peuvent être à l'origine de syndrome métabolique, de prise de poids, voilà, effectivement tous ces troubles-là. Et on s'est rendu compte aussi que chez les patients souffrant de troubles mentaux, il y a une prévalence supérieure des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires et des maladies infectieuses. Et on s'est rendu compte aussi que leur espérance de vie est diminuée par rapport à la population générale, environ de 15 à 20 ans, environ, selon les études. Voilà, donc ce qui est important effectivement pour ces sujets souffrant de troubles mentaux au sens large, c'est la pratique d'une activité physique régulière. Et l'activité physique, ça peut déjà concerner même faire des mouvements, hein, pour ces patients qui, certains sont inactifs et restent chez eux plutôt isolés. Voilà, donc cette activité, elle permet quand même vraiment d'améliorer leur santé physique et mentale et de les remettre en mouvement. Voilà, ça c'est au niveau du contexte général. Peut-être maintenant, je vais vous parler un petit peu des bénéfices de l'activité physique. Donc, ces bénéfices, ben, ils améliorent effectivement la condition physique, hein, ce qu'on a évoqué, la condition effectivement corporelle, musculaire, voilà, toutes ces conditions, leur capacité musculaire, leur capacité aussi cardio-respiratoire, puisqu'on disait effectivement qu'ils ont souvent des troubles, une insuffisance cardio-respiratoire. Ça améliore aussi le sommeil, donc ça c'est quand même essentiel. Et on s'est rendu compte aussi que chez ces patients qui sont plutôt dans le passage à l'acte, ça peut diminuer effectivement ce risque de passage à l'acte. Donc ça diminue le risque suicidaire. Ça améliore aussi l'estime de soi, l'amélioration de l'image corporelle, de leur confiance en soi. Et ça améliore aussi leur qualité de vie. Donc avec tout ce qu'ils peuvent faire autour, hein, la qualité de vie, le bien-être qu'ils vont ressentir. Et voilà, et ces patients, ils le ressentent, hein, ils peuvent nous le dire après en consultation, après avoir pratiqué une activité, commencé déjà à ressortir de chez eux ou faire des mouvements, ils ressentent ce bien-être physique et qui retentit, comme on l'a dit, sur les symptômes psychologiques, hein, parce qu'effectivement, on rencontre qu'il y a une diminution de l'anxiété, il y a une diminution des ruminations, il y a une diminution des des éléments psychotiques que sont le délire, les hallucinations, toutes les idées qu'ils peuvent avoir, particulièrement les idées de persécution, voilà, dans ces symptômes-là. Et ça peut aussi parfois diminuer les symptômes négatifs, hein, de la schizophrénie particulièrement, que sont pragmatisme, l'envie de rien, voilà, le ralentissement. Donc ça peut y participer aussi. Donc en fait, tout ça globalement, ça va améliorer leur qualité de vie. Voilà. Et on s'est rendu compte aussi que ça participe à la prévention primaire des symptômes donc dépressifs ou anxieux, et ça peut aussi, donc ça c'est des études qui ont été faites dans les années 2018-2020, ça pourrait en fait retarder l'émergence des troubles psychotiques. Voilà, chez quelqu'un qui a une vulnérabilité à devenir psychotique, bien sûr, il le deviendra, mais ça peut retarder ça peut retarder l'arrivée des troubles, des symptômes. Voilà. Donc, maintenant, alors, le type d'activité physique qui peut être concerné, en fait, alors, comme j'ai bien dit au début, effectivement, c'est vraiment un traitement adjuvant. Il faut absolument pas oublier les traitements médicamenteux, les psychotropes, tout l'accompagnement médico-social qu'on peut proposer en psychiatrie, hein, qui est essentiel et qui fait vraiment partie du projet de soins du patient. Alors après, il y a aussi toute la remédiation cognitive, il y a aussi tous les traitements qui font partie de programmes, donc que ce soit l'éducation thérapeutique. Voilà, donc l'activité physique adaptée peut être un traitement adjuvant de tous ces traitements. Ça vraiment, je tiens à le rappeler en préambule. Et voilà, donc chez cette population qui est
parfois quand même particulière. Il faut vraiment pouvoir s'adapter aux capacités, aux aptitudes physiques du patient, voilà, à ses préférences, à son souhait, c'est essentiel aussi, et à ses motivations. On va chercher à travailler sur la motivation du patient. Donc, toutes ces prescriptions, hein, et après la dispensation de l'activité, voilà, est faite selon les décrets. Donc ça, vous connaissez. Alors, ce qu'on peut proposer, mais ça, je pense que ce sont les éducateurs sportifs qui en diront plus que moi. Nous, ce qu'on voit, nous, notre niveau en psychiatrie, ce qu'on peut proposer, c'est des séances qui sont quand même, voilà, qui sont progressives en fin de compte. Hein. Donc vraiment, la phase d'échauffement est essentielle. Après, il y a des exercices qu'on propose. Bah, alors après, ça peut être soit des exercices ludiques, soit ça peut être des exercices où il y a une endurance limitée, puis et ou soutenue. Voilà, avec un renforcement musculaire. Donc ça, vous comptez 30 à 45 minutes en général. Et surtout la période après qui est essentielle, hein, cette période de retour au calme, où il faut y aller aussi progressivement avec ces personnes qui sont malgré tout quand même plus vulnérables. Euh, voilà, et on peut aussi proposer des activités dans lesquelles les capacités cognitives vont fonctionner, hein, que ce soit l'attention, la mémoire, voilà. Il faut, voilà, parce que c'est quand même il y a souvent des troubles cognitifs chez les patients qui présentent particulièrement des troubles psychotiques et même parfois des dépressions. Hein, parce qu'on sait, voilà, donc cette prescription, elle est faite effectivement par les professionnels, puis après l'activité physique. En fait, le lien entre les professionnels de la santé mentale, donc voilà, en psychiatrie, est essentiel avec les liens, enfin, dans le cadre avec cette communication avec les éducateurs. Voilà, voilà, dans les maisons de sport santé. Voilà. Donc, alors de notre côté, au niveau psychiatrique, sur les équipes médicales ou paramédicales, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement les équipes soient formées pour accompagner le patient dans le fait d'accepter de réaliser cette activité physique. Donc, il faut vraiment renforcer cette motivation chez les patients. Il faut vraiment que les soignants soient formés à ceci pour voilà permettre aux patients de s'engager dans l'activité physique. Et voilà, on peut utiliser tous ces programmes. Alors, c'est des programmes individuels ou collectifs qui vont comporter ces stratégies, voilà, d'entretien motivationnel, etc. Et on peut aussi utiliser, il y a eu des études qui sont faites, on utilise les montres électroniques, par exemple, et toutes les technologies électroniques qui pourraient faciliter l'accès à ce type d'activité par le patient et qui pourraient aussi permettre d'individualiser parce que les activités en groupe, c'est aussi souvent un problème et les patients, ils peuvent avoir du mal hein, à se mettre effectivement, à participer à un groupe, à l'intégrer. Donc c'est tout ce travail qu'on fait aussi, que ce soit nous dans les CATTP ou dans les hôpitaux de jour, où effectivement la socialisation est quand même voilà, quelque chose à prendre en compte dans le projet médico-social qu'on propose aux patients souffrant de troubles mentaux. Et malgré tout aussi, voilà, l'individualisation est aussi à privilégier. Donc voilà, ces montres, voilà, tout ça, voilà, c'est des études qui peuvent être faites. Et à côté de ces équipes donc de psychiatrie, il y a aussi l'équipe donc des maisons sport santé, des équipes éducateurs sport qui aussi alors le sont, hein, voilà, devraient être formés sur les troubles mentaux et pour pouvoir accompagner au mieux ces patients. Voilà, parce qu'effectivement, le patient, bah, il peut faire une attaque de panique, une crise d'angoisse pendant, donc il faut savoir effectivement l'accompagner à ce moment-là lors de l'activité. Ça peut être aussi pouvoir le revaloriser tout au long de l'activité. Ça peut être, voilà, répondre à ses questions, à ses attentes, être bienveillant. Voilà, avec ces patients, c'est important, comme avec tout autre patient, mais peut-être, voilà, avec ces patients qui sont peut-être un peu plus vulnérables à ce sujet. Voilà. Alors, après, j'ai voilà, proposé de vous parler de quelques pathologies particulièrement. Donc, dans la dépression qui, toujours maintenant, est quand même un trouble de l'humeur qui est fréquent et qui reste sous-diagnostiqué, hein, particulièrement chez les patients souffrant de pathologies chroniques et ou particulièrement chez les personnes âgées qui ont la particularité donc voilà d'être plutôt inhibées, de présenter un ralentissement moteur, voilà ce qui fait partie qui signe aussi la maladie. Hein. Voilà donc ça peut les permettre de les aider dans ce cadre-là et ça peut aussi aider par rapport aux symptômes anxieux ou aux symptômes dépressifs eux-mêmes. On s'est rendu compte aussi, donc, chez ces patients souffrant de dépression, que l'activité physique diminuait les symptômes aussi bien en intensité, voilà, qualité de symptômes, et donc pouvait améliorer la qualité de vie, la sexualité chez ces patients.
Et on s'est rendu compte aussi que l'activité physique participe à la prévention des récidives, donc à la rechute chez ces patients. Parce qu'effectivement, on sait qu'un patient qui a présenté un trouble dépressif a plus de chances qu'un patient de la population générale qui n'en présente pas de présenter à nouveau un état dépressif. Et dans ces cas-là, voilà, l'activité physique peut participer à la prévention de cette récidive. Euh, voilà. Et donc chez les patients et chez les patients qui ne présentent pas de pathologie dépressive, on se rend compte que la pratique de l'activité physique peut aussi permettre la diminution de la soit de la survenue d'un état dépressif, soit de l'importance des symptômes. Là, donc les mécanismes, bah, ils sont complexes comme vous les connaissez, hein. Il y a effectivement des mécanismes neurobiologiques avec au niveau de la vascularisation, au niveau des bêta-endorphines, enfin voilà. Il y a des mécanismes cognitifs, comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt des patients qui sont en retrait, isolés, qui de par leur troubles dépressifs peuvent avoir des troubles de des troubles de mémoire, des troubles d'attention, des troubles d'orientation. Donc, effectivement, la pratique d'activité peut les aider. Et puis, qui sont aussi souvent isolés, alors, de par la maladie, mais aussi peut-être de par leur contexte. Voilà, peuvent être isolés socialement, sans activité professionnelle. Voilà. Et donc les activités, il y a plusieurs types d'activités chez les patients dépressifs. Il y a déjà tout d'abord la marche, hein, la sortie de chez soi, c'est ça qui est important. Et voilà, donc ça peut être des activités d'endurance, des activités de renforcement musculaire, les deux, enfin voilà. Et bien sûr, chez ces patients qui ont souvent un traitement psychotrope, il faut proposer des activités qui sont adaptées au risque d'effets secondaires des médicaments, hein, que sont particulièrement donc, enfin, en lien avec l'activité physique, l'hypotension orthostatique, la sédation, voilà. Parfois la prise de haut point, mais enfin, bon, après on adapte. Voilà pour la dépression. Maintenant, donc pour le trouble psychotique en général et particulièrement la schizophrénie, donc on va dire que tout type d'activité physique est adapté, mais particulièrement ceux qui peuvent faire en fonction de leurs possibilités, de leurs souhaits, de leurs compétences. Ça, je pense que c'est essentiel de le considérer et voilà, et parfois pas très loin de chez eux, hein, puisqu'ils puissent y aller. Voilà, souvent, c'est important. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de contre-indications, sauf les contre-indications qu'on vient de citer, hein, des médicaments psychotropes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ils participent effectivement au bien-être physique et mental du sujet. Euh, il reste en complément des traitements proposés, voilà, que sont les médicaments et tout le reste. Et ils peuvent diminuer la symptomatologie, hein, de la psychose, aussi bien les symptômes positifs, les délires, les hallucinations, les symptômes négatifs que sont l'apragmatisme, voilà. Et parallèlement, puisque ces patients qui souffrent souvent de comorbidités, hein, médicales et ou psychiatriques, ils vont améliorer l'activité va améliorer aussi les symptômes de la dépression, de l'anxiété, enfin tout ce qui est à côté. Donc, vont favoriser aussi son bien-être, hein, voilà, physique, psychique et sa vie sociale, puisque souvent ces patients sont vraiment très en retrait, très isolés. Et ça permet aussi de les amener à une autonomisation et une socialisation. Et parallèlement, comme on l'a vu tout à l'heure, ces activités vont diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire parce qu'effectivement, ces sujets-là, ils sont plus à risque. Voilà. Par contre, ce qu'il faut quand on les reçoit et quand on commence une activité, enfin quand on la propose, c'est souvent voilà, que les objectifs soient possibles et soient réalistes. Ça, c'est essentiel. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les activités peuvent être proposées individuellement ou de groupe. Voilà. C'est les deux selon l'état du patient. Voilà. Alors après, pour les patients qui présentent des troubles bipolaires ou des troubles du spectre autistique, donc au sens large, là, souvent l'activité physique, elle rentre dans le cadre de programmes, hein, de soins proposés au niveau de la psychiatrie, enfin tout ce qui est en lien avec la santé mentale. Et on peut essayer d'intégrer dans ces programmes d'activité des exercices de remédiation cognitive qui vont effectivement les aider à améliorer la remise en mouvement, en fait. Voilà, la condition physique. Parfois, c'est des programmes, souvent, ils sont proposés des programmes de 3 semaines. Voilà, donc bien sûr, chez ces patients-là, ils sont en complément des autres traitements, hein, voilà. C'est essentiel, particulièrement pour le trouble bipolaire, où il est essentiel d'avoir son traitement adapté pour éviter les rechutes. Voilà. Alors,
Après, je ne sais pas si j'ai d'autres exemples. Alors, oui, je voulais peut-être juste vous parler en 2 mots des troubles des conduites alimentaires, voilà, chez les patients qui présentent des anorexies mentales. Paradoxalement, on peut leur proposer effectivement l'activité physique et c'est conseillé. Voilà, dans le cadre que physiquement ils peuvent le réaliser. Voilà, donc c'est essentiel. Et là, effectivement, on va s'occuper plutôt de la conséquence avec l'hyperactivité et on va, voilà, adjoindre une autre activité qu'on va proposer. Après, il y a aussi les patients qui souffrent de troubles addictifs, d'addiction, que ce soit une addiction aux substances, voilà, les addictions aux produits, aux substances, c'est aussi on leur propose les activités physiques, c'est important. Alors, par contre, il y a 2 limites particulières chez les patients qui présentent des addictions. C'est effectivement l'hyperactivité. Alors, elles sont proposées essentiellement dans les sevrages, hein, qu'ils soient hospitaliers, ambulatoires. Il faut, voilà, les risques auxquels il faut faire attention, c'est effectivement l'hyperactivité. Quand le patient est en période de sevrage, en début de période, souvent, il peut y avoir une hyperactivité de par l'hyperinvestissement, puisqu'il y a la période de sevrage. Voilà, donc ça, c'est une limite voilà, à respecter. Et puis, l'autre limite, éventuellement, c'est de pas, mais ça, c'est une limite ultérieure, de pas sombrer dans l'inverse, c'est-à-dire l'addiction au sport. Voilà. Donc, c'est une autre limite. Après, ce que je voulais juste vous dire aussi, c'est que bien sûr, oui, les activités physiques sont contre-indiquées en période de crise, hein, que ce soit chez les psychotiques ou les patients dépressifs, hein, en période de crise aiguë avec un risque de passage à l'acte suicidaire. On va éviter certaines activités, et particulièrement les activités à risque, voilà, type le tir, l'escalade. Bien sûr, on va éviter. Voilà. Donc maintenant, les limites dans ces activités de manière générale. La difficulté qu'on peut avoir, c'est effectivement la faible adhésion de ces patients à la réalisation de l'activité de manière régulière. Il y a donc des limites, voilà, je les inclus en 3 catégories. Donc, il y a les limites psychologiques, il y a effectivement le manque de motivation, d'où l'importance que les équipes de psychiatrie travaillent sur cette motivation, comment amener le patient à pouvoir réaliser une activité physique. Il y a le symptôme psychotique en lui-même, hein, qui peut être effectivement une limite. Il y a tout ce qui est isolement social, les troubles anxieux et les troubles cognitifs qui peuvent parfois être aussi un handicap, et voilà. Et ça peut être aussi le fait qu'il n'ait pas trop d'expérience antérieurement par rapport à une activité physique, et ça peut être éventuellement une faible auto-efficacité à le patient voilà, aussi. Alors après, il y a donc toutes les limites physiques qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, dues aussi à sa pathologie et puis à ses traitements et puis voilà à l'état contextuel. Donc la fatigue, l'excès de fatigue qui peut être ressenti, qui peut être effectivement une limite, la sédation de par la pathologie et ou de par les traitements, le surpoids, l'obésité, c'est effectivement une limite, et toutes les comorbidités médicales qu'on a citées au début, et parfois peut-être le manque d'accompagnement médical. Voilà, ces patients, ils peuvent être en rupture de suivi, de soins, et effectivement, ça serait une limite. Et après, il y a des limites aussi socio-économiques. Alors effectivement, le coût élevé des infrastructures, le coût, voilà, il y a ça qui pourrait être une limite. Et puis il y a aussi le regard et la perception négative de ces patients, hein, ces patients qui malgré tout restent malgré tout moins, mais un peu stigmatisés. Donc voilà, ça peut être aussi une limite à considérer à mon avis. Et alors comme je disais tout à l'heure, ben, il y a le manque de formation des professionnels de la santé mentale par ailleurs par rapport à ça. Et une limite pourrait être aussi le manque de coordination entre les soins psychiatriques et les soins somatiques, d'où l'intérêt de ce webinaire, voilà, et cet échange d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, de l'intérêt de l'activité physique et sportive pour tous, y compris les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Et donc à nous nous efforcer peut-être pour diminuer ces limites d'accès à la pratique de cette activité physique. Voilà, et de pouvoir favoriser les facteurs facilitateurs. Et peut-être de continuer dans le cadre des projets de recherche et de les faciliter de recherche, de l'intérêt peut-être de ce traitement adjuvant euh, dans le trouble mental, peut-être. Voilà. À mon avis, c'est une piste à explorer. Voilà. Merci beaucoup, docteur Debac. Je me permets, excuse-moi Pascal, d'intervenir pour que vous puissiez poser vos questions dès maintenant. Il y en a déjà qui sont intervenus dans le chat, notamment pour savoir s'il y avait un facteur âge et si les ados étaient des cibles également.
Oui, oui, moi je pense qu'effectivement, là, je considérais tous les patients jeunes plus âgés voilà, qui ont des troubles mentaux. Alors après, parfois, souvent, ça rentre plus dans le cadre de programmes, hein, quand les patients sont plus jeunes et suivis en psychiatrie. Juste une remarque, tu parlais de programme de recherche. On a un programme de recherche en cours sur diabète et activité physique. Et on pourrait suggérer quand même à nos amis diabétologues de voir si Ouais. le programme, il serait pas en termes de programme de recherche duplicable sur cet aspect-là. Donc, bonjour à tous. Donc, je prends la parole juste après l'intervention précédente. Donc moi, je suis Marianne Bruno. Il va y avoir Juliette et Pierre de la Maison Sport Santé des Lusilis aussi qui vont intervenir après moi. Donc, moi, je voulais vous présenter juste rapidement les maisons Sport Santé du département et rappeler brièvement les missions. Donc, il y a un peu plus de 500 maisons sport santé en France et en Essonne, on en compte 8 avec des formes juridiques et des organisations différentes. Donc, on en a 2 portées par des établissements de santé, 2 par des agglomérations, 2 par des fédérations sportives, une par une maison de santé pluridisciplinaire et une par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, nos structures, elles ont une habilitation, donc c'est-à-dire qu'elles sont officiellement reconnues et autorisées par l'administration française à répondre à un cahier des charges national où, du coup, sont citées les missions et les actions à réaliser. Donc, on a à peu près toutes les mêmes missions, donc d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement vers l'activité physique à des fins de santé, donc sur un territoire donné, et pour des personnes malades ou non malades. Donc, soit nous pouvons directement mettre en place par nous-mêmes les programmes d'activité ou orienter les personnes qui viennent nous voir à la suite d'un bilan ou d'un appel vers d'autres structures ou associations qui portent aussi des programmes d'activité physique adaptés et personnalisés. Donc, en tout cas, vous, les professionnels de santé, du paramédical aussi, n'hésitez pas non plus à prescrire une activité physique, comme on a parlé le docteur Debac, pour orienter vos patients vers nous, vers les maisons sport santé. Et, normalement, vous aurez des retours assez rapides de notre part quant à la prise en charge qu'on pourrait apporter à vos patients. Voilà, c'était juste pour contextualiser un petit peu ce que c'était une maison sport santé. Donc concrètement, en maison sport santé, donc moi je vais me concentrer un peu sur l'amont de l'orientation de votre patient vers nous, et Juliette et Pierre enchaîneront sur les premières prises de contact entre la maison sport santé et le patient. Donc comme on a parlé aussi le docteur Debac tout à l'heure, avant de nous envoyer un patient en maison sport santé, donc qu'il soit donc fléché en ALD 23 ou non, ou sur une autre affection longue durée, c'est important qu'il y ait un travail préparatoire avant. Donc déjà voir s'il n'y a pas de contre-indication à la pratique d'une activité physique. Donc comme l'a dit tout à l'heure aussi le docteur Debac, c'est qu'il n'y en a pas énormément de contre-indications, mais il peut y avoir tout de même des drapeaux rouges. Donc les pathologies aiguës, comme on a parlé tout à l'heure, ou l'instabilité de la pathologie. Donc s'il y a un épisode de fièvre infectieuse, de maladie inflammatoire aiguë, d'angor ou de troubles du rythme, ou même justement une crise au niveau de l'humeur, si c'est pas stabilisé, il n'y aura pas d'activité physique tout de suite. Donc, on va vous demander, comme l'a dit aussi le docteur Debac, de renseigner le document qui va faire le lien entre vous, nous et le patient, donc c'est-à-dire la prescription médicale. Pour nous, c'est vraiment une porte d'entrée et quelque chose de rassurant. Donc, plus elle est complète, plus nous, on va pouvoir se concentrer sur le côté pratique de la mise en place du projet de reprise d'activité physique personnalisée. Et puis, moins elle est renseignée de votre côté, plus nous, en fait, on passera du temps à comprendre plus la situation médicale qu'autre chose. Donc, et puis, il suffit que justement que le patient soit un petit peu stressé ou un peu désorienté par rapport à sa pathologie ou même par rapport à la situation. Et il peut peut-être y avoir des manquements sur des informations importantes. Donc, sans en dire trop non plus, encore une fois, mais voilà, mentionner s'il y a des pathologies associées aux troubles de l'humeur ou d'autres affections longue durée, et surtout mentionner les signes cliniques qui peuvent survenir en fonction des différents traitements médicaux. Donc, ça peut être des réactions possibles de votre patient sur certaines situations de stress. Donc, est-ce qu'il y a des malaises, des vertiges possibles, une fatigue qui est associée, une tachycardie, une hyperventilation, quoi que ce soit. Comme ça, nous, encore une fois, on est prévenus et on peut réagir au mieux en fonction de la situation.
et être encore plus vigilant, que ce soit dans le bilan ou les séances. Donc voilà, la prescription, c'est un premier élément qui est assez important. Et le deuxième point, on va dire à travailler un peu de votre côté, le docteur Debac en a parlé aussi avant, c'est de discuter avec le patient sur les bienfaits de la pratique d'activité physique en amont, du fait aussi que vous allez l'orienter vers des professionnels qui s'adapteront au mieux à la situation, et que c'est tout aussi important que de prendre des médicaments, ou c'est même aussi posé en première intention. Donc la relation privilégiée que vous avez déjà créée avec votre patient lui permet aussi donc d'avoir confiance en vous pour l'orientation vers nous ou vers une structure que vous avez identifiée pour la pratique d'activité. Donc nous, ça nous permet, on va dire, nous ou les autres structures, d'avoir un contact peut-être déjà plus facile, et que le patient soit aussi rassuré sur la situation. Donc ça nous permet aussi de pas revenir trop longtemps sur les basiques des bienfaits globaux, enfin global de la pratique d'activité physique, mais directement de lui prodiguer les premiers éléments personnalisés en fonction de sa situation, de ses envies, de son plaisir, de ses expériences passées, etc. en termes d'activité. Et ça peut aussi peut-être le faire réfléchir en amont avant de nous voir à un objectif. Et quand il vient nous voir, et on pourrait affiner en fonction de ses capacités aussi, et de se projeter dans l'avenir. Voilà, je laisse la suite à Juliette. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Juliette Prévost, du coup, et je suis accompagnée de Pierre Dantonnet. On est tous les deux enseignants en activité physique adaptée. On travaille pour la Maison Sport Santé Paris-Saclay Omnisport, qui est située aux Ulysses. Donc, moi, je vais vous présenter surtout ce qui se passe en pratique en Maison Sport Santé. Donc après cette première prise de contact qui s'est fait soit directement. Alors du coup, concernant l'accompagnement des patients, on commence de toute façon par les recevoir pour un premier bilan de la condition physique. On va faire le point sur leur santé, mais aussi sur leur parcours, leur rendu. Et pour certains, on propose d'être accompagné au moment du bilan, et aussi possiblement pendant les premières séances. Ça permet de les rassurer et de les mettre en confiance, mais aussi du coup de rassurer l'accompagnant. Souvent, il est aussi un peu frileux peut-être de laisser seule la personne qui l'aide. On essaye aussi en bilan de se concentrer sur les informations qui sont essentielles pour pas noyer le patient d'informations. Surtout quand ils ont un traitement qui peut les sédater, on sait que a tendance à en dire beaucoup d'un coup. Donc on va se concentrer vraiment sur l'essentiel, à savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place, quels objectifs, et tout ce qui va être hygiène de vie, les conseils par rapport à l'activité physique, ce sera pendant les séances qu'on va aborder. On peut aussi, pour s'adapter, recevoir le patient en individuel lors de la première séance. On essaye que ça reste qu'une seule séance, mais si c'est nécessaire, évidemment, on peut le recevoir pendant tout un programme en individuel. Et du coup, on travaillera moins sur la spécialisation, mais ça permet au moins d'utiliser la pratique d'activité physique avec. Quand j'ai une question là, c'est être accompagné, ça veut dire que éventuellement on demanderait à un aidant ou à quelqu'un de l'entourage de participer à l'activité en même temps. Oui, tout à fait. En fait, on l'a fait par exemple avec le Sésame d'Orsay. Les patients venaient accompagnés de leur éducateur référent. Et du coup, ils ont une grande confiance en leur éducateur, et l'éducateur venait au moment du bilan, puis pendant les premières séances. Et le but, c'était au bout de 3-4 séances, l'éducateur les laisse pratiquer en autonomie. Mais ça pourrait être un aidant familial, par exemple. C'est une super idée, je trouve. Oui, ok. C'est tout à fait possible. Alors bonjour, du coup, Pierre Dantonnet, enseignant à poste chez la Maison Sport Santé des Ulysses. Du coup, là, on va faire deux petits témoignages des patients qu'on a récoltés avec Marianne, du coup, de la Maison Sport Santé de Ligny. Donc on avait Madame F, par exemple, qui donc 43 ans, qui avait eu des troubles dépressifs depuis plusieurs années, à ses jours à l'hôpital aussi.
et des différentes addictions, des traitements et tout le sommeil que tous les mots. Et du coup, avec nous, il avait pensé à 3 mois, du coup, donc 3 séances par semaine, et avec accompagné toujours d'un appui, lui, avec par exemple, un atelier d'éducation sur un peu plus confiant, l'accompagnement psychologique aussi, en plus, conjugal, petit côté. Et les résultats, du coup, comme on témoigne du coup ce petit passage, je suis très content de les faire d'appart, et j'ai jamais eu les séances et les groupes écoles. Ça fait depuis 10 ans que j'ai eu un bon sommeil sans expérience, ça m'a changé la vie. Alors, l'idée, c'est pas du tout de supprimer totalement les médicaments, mais pour autant, c'est un peu en lien, justement, avec les docteurs et tout ce qui touche son narcothérapie. Déjà, au moins, réduire les doses ou adapter en fonction, du moment, du coup, de la médicament. Ensuite, du coup, le deuxième, affaire. La deuxième patient, du coup, donc, elle a fait 54 ans. Donc, pareil, multi-épisode de possible. Elle avait aussi pas mal on a eu dans le cadre professionnel. Elle s'est tout de suite isolée socialement, physiothérapie, des troubles du sommeil aussi associés. Donc, l'accompagnement à la maison de propreté des études, c'est pratiqué avec les psychothérapeutes sur 12 mois, à raison de 1 à 3 séances par semaine, mais là, ça dépend, c'est 3 séances par semaine. Donc, comme disait Juliette, c'est plutôt progressif. On débarque d'abord sur individuel ou petit collectif, avec des ateliers d'éducation thérapeutique. Et au fur et à mesure, on fait depuis le côté progressif, au fur et à mesure, on fait un petit peu des collectifs un peu plus grands, ou quand la personne se sent plus à l'aise. Donc, du coup, les résultats, c'est, quand on met tout ça, ça fait la bonne version sociale, et du coup, on progresse plus des traitements médicamenteux, et le sommeil moins performant. Et du coup, ce qu'on me disait, c'est que ça fait du bien de participer pour moi, de rencontrer des nouvelles personnes. En plus, vous êtes à l'écoute, et résultats pour nous, j'aurais aimé vous trouver plus tôt. Et aussi, permet de rebondir sur le fait que, ça reste encore trop méconnu des gens de santé, et pour le coup, ça, on nous donnerait, avec la santé de santé, encore avec encore plus de connaissances à ce niveau-là. Pour le coup, ça peut aider quand même, pas de passion. Donc voilà. Moi, Ok, je suis épaté des 3 heures par semaine. Et comment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les difficultés économiques, euh, enfin, je trouve que les deux exemples que vous posez sont passionnants. C'est très bien, enfin, on voit bien que ça a un impact direct, mais deux, comment on peut imaginer des systèmes avec vous où on arrive à trouver des financements pour que les patients puissent faire 3 heures par semaine. Mais si j'ai bien compris, vous offrez, enfin, vous faites le bilan et en fonction du bilan, vous faites une offre personnalisée, en groupe, en individuel et avec une fréquence en fonction de, de ce que vous savez du patient et des possibilités. C'est bien ça? Alors, si je peux répondre, effectivement, ça va vraiment dépendre aussi de plein de facteurs, hein, du lieu d'habitation de la personne, de ses disponibilités. Mais c'est vrai que quand on part sur un programme avec une personne, au tout départ, on impose un peu les jours, on impose un peu les horaires, et en fait, ça leur crée une routine. Et après, en fait, ils rentrent vraiment ça dans leurs habitudes de vie, et ils voient vraiment les bénéfices, rien que des fois au bout de 2 ou 3 semaines ils voient vraiment l'utilité de la mise en place d'activités. Donc forcément, ça a un coût. Après, c'est vrai que nous, Maison Sport Santé, on a aussi cette mission d'aller chercher des financements, mais c'est vrai qu'il restera toujours un reste à charge pour la personne, qui est pas négligeable non plus, mais ça reste encore une fois une approche donc adaptée, personnalisée. Donc finalement, c'est un investissement aussi pour la santé. Oui, mais comme nos instances départementales sont très sensibles à l'idée de travailler sur la santé mentale, on peut réellement monter un projet là-dessus en leur demandant des financements pour augmenter l'impact sur cette population-là. Bien entendu. Après, c'est vrai que là, c'est un exemple. Si je vous le donne, la Maison Sport Santé de Bligny, on a réussi à avoir une enveloppe budgétaire effectivement du département pour des personnes qui sont éloignées
comment dire, d'un travail, quoi, qui sont soit qui ont une prestation de compensation du handicap ou qui ont une complémentaire santé solidaire ou voilà, qui ont des difficultés financières. On a une enveloppe qui permet d'avoir des bilans gratuits alors que de base ils sont à 50 euros. Et la mise en place d'activités physiques, on va dire, on est sur 50 euros pour 3 mois, donc ce qui est à moins de 2 euros la séance. C'est bien Et parce que tu réponds à la question avant même qu'on te l'ait posée. C'est bien. c'est ce que j'allais dire, donc parfait. Je voulais juste te dire peut-être que pour rebondir effectivement sur vos deux situations cliniques qui sont très intéressantes, qu'effectivement aussi une des possibilités c'est de pouvoir diminuer le traitement parce qu'effectivement en psychiatrie on cherche quand même toujours malgré tout à donner la dose minimale efficace. Enfin, je tiens quand même à le dire. Et donc le fait effectivement qu'ils puissent pratiquer une activité et surtout régulière peut entraîner et voilà la diminution des traitements, particulièrement des benzodiazépines ou même des traitements voilà de fond. C'est essentiel aussi, ça ressort dans vos deux vignettes. Oui. Et ce qu'on considère, parce que dans ce que nous a présenté Caroline, il y a des patients de niveaux d'atteinte très différents entre la dépression des personnes âgées et le psychotique décompensé. Est-ce que est-ce qu'on considère que c'est pertinent de tous les envoyer à un endroit, enfin, je trouve qu'à la fois c'est très intéressant. Enfin, quand on parle de 10 ans d'espérance de vie, c'est pas rien. Est-ce que justement on peut imaginer qu'il y a des tas de patients auxquels on n'avait pas pensé et qui finalement devraient être intégrés dans un dispositif de ce type-là, sans forcément qu'ils relèvent de soins psychiatriques. Enfin, je trouve que en écoutant, on a l'impression que c'est quoi, allez, 20% de nos patients qui pourraient être concernés déjà sous cet angle-là. Est-ce que je suis le seul à me faire la remarque ou est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là peut-être revoir un autre projet un projet complémentaire avec les maisons sport santé qui s'adresserait euh, sur cette population-là avec une prise en charge peut-être plus légère dans un premier temps, mais qu'on s'adresse à tous ces gens-là, quoi. Voilà. J'ai une petite réflexion. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Ouais. Alors moi, je suis Emmanuelle Boutier, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis d'accord avec ce que tu disais, Pascal. Je pense que ça touche beaucoup de patients, même peut-être plus que 20%. C'est énorme l'impact qu'on pourrait avoir sur nos patients avec l'activité physique. Et moi, j'ai une remarque par rapport à tout à l'heure, vous parliez des troubles du comportement alimentaire. Pour l'anorexie mentale, alors j'ai mis dans les commentaires, mais enfin voilà, si on a un peu plus de temps pour en parler, le temps que ça se remette au niveau du son. Le souci, c'est que les anorexiques mentaux, je sais pas comment on dit du coup au pluriel, euh, ils font du sport pour brûler des calories. Et il n'y a plus la notion de plaisir en fait. Et je pense que c'est important quand on parle de sport de aussi parler de la notion de plaisir, que ça soit pas faire du sport pour une raison de santé, mais que ça soit complètement relié au plaisir. Et cette pathologie-là, c'est vraiment un cas où c'est l'inverse du plaisir, c'est carrément faire du sport pour aggraver leur pathologie finalement. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire Bah, déjà, mais ça, on en a parlé souvent. Arrêter de parler de sport et de parler d'activité physique, ça permet de le situer à un niveau, euh, je dirais plus médico-physique, quoi. Euh, et ça permet je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais médecin du sport avant. Les gens qui font 30 kilos et qui courent 25 bornes par jour, parce que c'est une addiction à leur place, quoi. Mais j'ai un peu le sentiment que c'est très à la marge par rapport au nombre de patients concernés et que le risque de dérapage, de surconsommation d'activité physique, il est assez modéré par rapport à cette population-là. Enfin,
Alors effectivement, on sait que chez les patients présentant une anorexie mentale, il y a une hyperactivité et puis c'est un vrai cercle vicieux parce qu'effectivement par rapport à la surveillance du poids, mais parallèlement, comme je disais tout à l'heure, en fait, on le prend par la conséquence du trouble anorexique, les troubles du comportement alimentaire. Donc on sait qu'effectivement l'hyperactivité, elle est pathologique effectivement pour obtenir un poids, voilà, très bas. Mais nous, on essaye de voilà que ça devienne effectivement plaisir. Hein, ça c'est un des objectifs bien évidemment mais effectivement, en parlant plus d'activité que de sport. Voilà. Alors, Pour la CPTS et pour nos deux CPTS, il y a on est en train d'élaborer notre programme 2026 parce qu'on a des comptes à rendre à l'assurance maladie et à l'ARS. Je pense que c'est un beau sujet de poursuite de la coopération en disant voilà comment trouver des améliorations de la prise en charge qualitative. Je crois qu'on a bien avancé aujourd'hui et aussi quantitative de proposer à la fois aux prescripteurs et à la fois aux patients de quoi répondre, enfin, on est au cœur de l'amélioration des soins, avec une population qui est tellement en retard là-dessus que de toute manière, le bénéfice sera forcément très important. Ça, je crois que c'est une notion assez importante. On va vous laisser le QR code à l'écran, le temps de mettre votre téléphone en face de votre écran et de rendre le lien du questionnaire dans le chat. Oui, forcément, on va vous envoyer ça. Mais si je vous avez, oui, vous, d'accord. je vous l'enverrai aussi par mail à l'issue du Voilà. webinaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On a été plutôt nombreux. C'est un sujet qui a besoin, comme on l'a dit, de faire évoluer les regards des uns et des autres et de coordonner l'activité sur le territoire. Ça tombe bien, c'est fait partie des deux missions des CPTS. C'est là où on a l'impression d'être réellement utile et pour les patients et pour les soignants, puisqu'on est là pour les deux. Merci à tous d'être venus.